Bonjour à tous, bienvenue sur ce Facebook Live en présence du professeur Gilles Edan, donc neurologue au CHU de Rennes et au CRC CEP, également coordinateur du réseau de recherche clinique FCRIN-FORMS. Bonjour professeur Edan, merci de nous accorder de votre temps pour aborder le sujet des essais thérapeutiques dans la sclérose en plaques et les maladies apparentées. Est-ce que, dans un premier temps, avant de prendre toutes les questions des auditeurs, pouvez-vous rappeler quelles sont les différentes étapes d'un essai thérapeutique? Alors oui, c'est important que chacun comprenne que c'est vraiment un long processus entre le moment où on a pensé que sur des bases, je dirais scientifiques, qu'un médicament pourrait agir de façon favorable pour lutter contre les processus qui sont en cause dans la maladie comme une sclérose en plaques. C'est vraiment un très long processus. Alors bien sûr, il y a une première phase dont je ne vais pas trop parler, mais qui existe, qui est la phase expérimentale, souvent chez l'animal, où on a travaillé plus sur les processus que l'on connaît ou que l'on pense connaître dans le cadre de la sclérose en plaques et d'avoir des médicaments qui agissent sur les processus que l'on juge délétères. Donc, il y a toute une phase donc préclinique qui va aider à construire un concept pour lequel on pense qu'un médicament peut être utile. Bon. Maintenant, une fois qu'on a cette idée donc d'un médicament, on dit il va pouvoir agir sur telle composante du système immunitaire, sur tel processus de réparation ou de correction des désordres qui sont liés à la sclérose en plaques. Il va falloir passer chez l'homme et là, vous pouvez entendre que c'est un processus qui est extrêmement exigeant pour faire en sorte que on ne joue pas l'apprenti sorcier et qu'on ne se mette pas parce qu'on est très excité par une idée positive de dire il faut voilà j'ai trouvé le médicament qui guérit la sclérose en plaques et donc je vais tout de suite m'engager dans une recherche chez l'homme. En réalité, c'est extrêmement encadré, c'est extrêmement regardé par les autorités, pas uniquement d'ailleurs nationales, hein, c'est international, il y a des règles extrêmement précises et il y a une marche qui fait que l'on passe par différentes phases avant d'arriver à un médicament qui sera mis à disposition pour traiter la sclérose en plaques. La première phase, c'est une phase qui est, et on peut le comprendre, qui est d'abord centrée sur la sécurité. Donc, on va commencer par donner cette drogue, ce produit à des sujets. Ce ne sont plus des patients, ce ne sont pas forcément des patients, c'est quelquefois des patients, souvent ce sont des volontaires sains qui vont donc avoir un premier contact avec le produit. Alors, bien sûr, à des doses qui sont très faibles, on va augmenter très progressivement, on va s'assurer que à chaque palier, il n'y a pas un signal, soit un signal clinique, alors évidemment, soit un signal biologique, voire un signal d'imagerie quand on s'intéresse à des médicaments qui concernent le cerveau, pour s'assurer qu'il n'y a pas un signal qui veut dire attention, il y a là peut-être une toxicité, on ne va pas pouvoir aller plus loin, ou en tout cas pas à cette posologie-là. Donc ça, c'est une première phase donc sur la sécurité du produit dès lors qu'il est donné à l'homme. Mais en sachant que cette sécurité, elle est jugée sur une durée qui est limitée. On ne peut pas donner ces produits pendant des durées très prolongées. Et je rappelle que la sclérose en plaques est une maladie pour laquelle, alors sauf si on avait un médicament qui guérissait, ce qui serait absolument extraordinaire, en donnant un médicament pendant quelques jours ou quelques semaines, voire même quelques mois, on interrompt tout le processus qui conduit à cette maladie, mais on n'est pas aujourd'hui dans cette capacité. En tout cas, on est obligé de travailler dans l'idée que ce sont des médicaments qui vont être donnés pendant très longtemps et que même si on a une première phase chez des sujets, des volontaires, on le donne pour une durée bien sûr limitée. Donc c'est une toxicité immédiate sur quelques jours, quelques semaines, mais rarement, en tout cas pas sur une durée très prolongée. Donc ça restera une question qui restera en permanence dans l'esprit de ceux qui utilisent ces médicaments, de savoir quelle est la toxicité réelle de ces produits et en particulier leur toxicité à long terme. Et là, c'est important que les patients, que ceux qui s'intéressent à l'entendre, c'est là toute l'importance d'un suivi de ces produits quand ils sont mis à disposition. On n'est pas à la fin de l'histoire, on continue à enregistrer les événements qui accompagnent les patients qui prennent ces produits pour essayer de détecter, même de façon exceptionnelle, s'il peut survenir des effets secondaires. Donc, cette première phase, c'est une phase qui vise d'abord à assurer une sécurité, au moins pour une durée relativement courte, avant d'envisager de le donner aux patients eux-mêmes
pour une deuxième phase qui, là, s'intéresse peut-être déjà un peu plus à l'efficacité. C'est un nombre limité de patients qui ont été sélectionnés parce qu'ils avaient une maladie qui était active et pour lequel on va commencer à faire ce qu'on appelle une preuve de concept, c'est-à-dire que l'on va commencer à démontrer sur une partie de la population sclérose en plaques qui a été choisie pour être plus informative, si on a un signal clinique, un signal d'imagerie qui nous font penser que le médicament a un effet bénéfique sur les processus délétères liés à cette maladie. Et donc, si voilà, la phase 1, évidemment, n'a pas donné de signal négatif en termes de safety, la phase 2 n'a pas donné a donné des éléments positifs en termes d'efficacité et pas d'éléments de safety, on continue bien sûr aussi à regarder la sécurité du produit, eh bien, on va rentrer dans des études qui, là, vont intéresser un nombre beaucoup plus important de patients, mais qui restent encore des études qui vont, qui seront, c'est l'étude qui sera extrêmement importante et donnée aux autorités pour autoriser ou non la mise à disposition du produit pour des patients qui sont qui répondent aux critères qui ont été utilisés pour sélectionner les patients dans ces phases 3. Donc, ce sont des centaines de patients, voire des milliers de patients qui vont recevoir le produit pendant des durées qui sont en général de 1 an, de 2 ans, rarement plus. C'est aussi un élément qu'il faut avoir à l'esprit pour cette maladie chronique, que ce sont des essais qui ont été menés sur des durées certes plus prolongées qu'au cours des phases 1, voire des phases 2, mais qui sont quand même encore limitées dans le temps, 1 an ou 2 ans. Et là, on va sur des critères précis, des critères qui, bien sûr, ont été choisis avant même qu'on ait commencé l'étude, parce que si on ne faisait pas ainsi, il y a toujours le risque, en regardant tout un nombre considérable de paramètres, on finit par en trouver un qui est positif et puis on le prend comme élément d'information disant que le produit est actif. Non, c'est pas comme ça qu'on doit procéder. Je rappelle aussi que d'ailleurs ces études de phase 3 sont, et les autres aussi, mais en particulier ces études auxquelles peut-être plusieurs d'entre vous participent, elles ont été déclarées sur un site international sur lequel plein d'indications sont données pour explicitant donc quels patients, quels sont les facteurs qui vont être évalués, quelle sera la durée de l'étude, etc., de façon à ce que l'on puisse ensuite s'assurer que lorsqu'on donnera les résultats, on a bien suivi ce plan qui avait été établi préalablement à l'étude elle-même. J'ajouterais que lorsqu'on met en place ces études de phase 1, de phase 2, de phase 3, il y a des comités de protection qui sont obligatoires, des comités de protection qui sont complètement extérieurs au laboratoire pharmaceutique qui peut proposer l'étude, complètement extérieurs même aux médecins qui s'intéressent à la sclérose en plaques. Ils sont là pour vérifier que les critères de haute qualité, de haute sécurité sont bien réunis avant d'autoriser à mener donc ces différentes études de phase 1, de phase 2 ou de phase 3. Merci, professeur Ethan. Je pense que c'était très clair. Vous pouvez quand même préciser ce qu'on appelle critères d'inclusion, d'exclusion, et pourquoi tous les patients ne peuvent pas participer? Alors, c'est là, et je pense que pour un certain nombre de patients, c'est un peu une frustration de dire bah non, vous répondez pas aux critères. Il est vrai que dans la mesure où on centre notre démonstration sur un mécanisme et sur une efficacité, il faut que les patients qui ont été sélectionnés de façon raisonnable pourra atteindre cet objectif dans les durées de 1 an ou 2 ans qui sont la durée de l'étude. Donc, les patients qui sont moins actifs ou les patients qui ont un niveau de handicap qui ne va pas permettre de mesurer les éléments de changement dans une durée de 1 an ou 2 ans, bien, vont pas être inclus dans l'étude. Il y a cette recherche du fait de la temporalité de rechercher les patients qui sont plus informatifs que d'autres. Et donc, il y a tout un travail qui a été fait par le comité scientifique pour dire, voilà, quelles sont les caractéristiques que l'on a choisies pour les patients. Si on étudie un médicament
qui a comme objectif d'avoir un impact sur les poussées, d'avoir un impact sur la colonisation du tissu cérébral par de nouveaux processus, de nouvelles cellules inflammatoires. Il est clair que l'on prendra des gens qui ont une forme rémitante de sclérose en plaques et une forme rémitante active, c'est-à-dire des patients qui, dans l'année qui ont précédé, ont fait une poussée ou qui ont, dans l'année qui est précédée, on a vu qu'ils continuaient à accumuler de nouvelles lésions sur l'IRM. Voilà, donc c'est vrai que… Et puis, on fait en sorte que ces patients n'aient pas d'autres maladies associées. Donc, il y a toute une recherche de s'assurer que le patient n'a pas d'autres problèmes de santé qui pourraient interférer avec les indicateurs d'efficacité du produit. Merci. Alors, une question. Pouvez-vous, quels sont les essais cliniques, les essais thérapeutiques actuellement en cours dans les CEP primaires progressives et dans les CEP secondairement progressives? Enfin, ouais, je crois que c'est une question très très importante. C'est là qu'est le véritable challenge. C'est là il faut peut-être reconnaître qu'on a une marge de progression, pour le dire, qui est considérable. C'est bien dans les formes progressives, qu'elles soient primaires progressives ou secondaires progressives, c'est la même maladie. Ce sont une période de la maladie où l'aggravation n'est plus liée à des phénomènes aigus, comme pour les poussées, mais il y a quelque chose qui a une autre temporalité, qui est beaucoup plus lent, qui est beaucoup plus insidieux, qui se passe à l'intérieur du système nerveux central à partir des lésions qui se sont constituées, qui se sont accumulées. Et donc, il nous faut aujourd'hui trouver des médicaments qui agissent sur ce processus, sachant que pour l'instant, pratiquement tous les médicaments qui sont à notre disposition ont un effet qui est reconnu essentiellement sur leur capacité à empêcher des cellules inflammatoires, des lymphocytes, des monocytes, des cellules du système immunitaire à rentrer dans le tissu cérébral. Mais aucun des médicaments aujourd'hui qui sont prescrits n'a démontré une capacité à agir sur le tissu cérébral lui-même. Et c'est pour ça il y a beaucoup d'attentes sur les formes progressives. Alors, il y a des essais thérapeutiques qui sont actuellement en cours. Il y en a un qui suscite beaucoup d'attention, au point d'ailleurs que pratiquement tous les laboratoires se sont engagés à une recherche dans cette classe thérapeutique. Ce sont des BTKI, des Brutin tyrosine kinase inhibiteurs. C'est une classe thérapeutique qui, contrairement aux autres médicaments, semble agir non seulement sur les cellules lymphocytaires, celles sur lesquelles on cible beaucoup d'attention avec les thérapeutiques aujourd'hui disponibles, mais elle agirait également sur une autre famille de cellules immunitaires qui sont les cellules myéloïdes, les cellules monocytaires, ces cellules qui ont une capacité à être extrêmement délétères à l'intérieur du tissu cérébral. Et on a des signaux qui nous font penser que cette classe thérapeutique aurait la capacité de pénétrer à l'intérieur du tissu cérébral et donc d'agir de façon plus globale sur l'inflammation aiguë et l'inflammation chronique. Alors c'est un espoir, hein. C'est un espoir qui repose sur des bases théoriques, sur le fait que cet inhibiteur enzymatique agit sur ces deux classes de cellules immunitaires qui ont des rôles différents, sur le fait qu'il y a une capacité à pénétrer à l'intérieur du tissu cérébral, et puis quelques études qui viennent de sortir, qui semblent montrer, alors grâce à l'imagerie, qui permet de repérer ce type de lésion capable d'évoluer à l'intérieur du tissu cérébral, d'avoir ce qu'on appelle un mécanisme de diffusion radiaire, on les appelle les slowly evolving lesions, ce sont des lésions qui de façon très lente, on voit que leur diamètre augmente au fil du temps, au fil des années, et qui sont probablement à l'origine de la temporalité des formes progressives de façon importante. Eh bien, les BTK inhibiteurs semblent agir sur ce mécanisme-là. En tout cas, on a quelques données d'imagerie qui vont dans ce sens et qui sont encourageantes. En tout cas, ça a été un vrai buzz qui fait que
tous les laboratoires pharmaceutiques ont chacun leur BTK inhibiteur et on attend bien sûr les résultats, mais on est vraiment très, très avancé. On est dans des phases 3, on n'est pas dans des phases 1, des phases 2 et des phases… On est dans la phase 3 et donc je pense qu'on devrait avoir des résultats dans les 2, 3, 4, 5 ans peut-être. Et donc là, peut-être d'avoir véritablement un médicament de tout à fait nouveau. Voilà. Donc, voilà en tout cas pour les formes progressives, ce qui me paraît le plus prometteur aujourd'hui. Alors, plus prometteur et proche. Il y a un autre, Emmanuel, je vous en parlais tout à l'heure avant qu'on commence, mais qui est mais qui est peut-être un peu personnel parce que c'est une vision et c'est une proposition qui est très en amont. Hein, on est dans une phase 1, mais sur la base déjà d'essais qui ont été menés dans la sclérose en plaques. Donc, on sait que on peut le donner chez des patients qui ont une sclérose en plaques. Ce sont des greffes de cellules souches mésenchymateuses, c'est-à-dire ce type de cellules que l'on peut utiliser, qui ont une capacité, qui ne nécessitent pas d'y associer un traitement immunosuppresseur, comme cela est dans d'autres greffes de cellules souches, et qui ont une capacité à rentrer aussi dans le tissu cérébral et peut-être avoir un effet d'immunomodulation à la fois sur les lésions aiguës, mais aussi sur les lésions chroniques. Et on a commencé à essayer de convaincre, et on est dans un processus d'essayer d'attirer l'attention sur cette classe thérapeutique, et en particulier, parce que ça a été fait dans des formes, je dirais, progressives actives, mais là, il s'agirait des formes progressives non actives pour bien montrer qu'on agit sur la composante qui n'est pas celle des lésions aiguës qui s'accumulent à l'intérieur du tissu cérébral, mais celles qui sont déjà constituées et qui ont cette évolution dont j'ai dit qui est extrêmement lente, extrêmement insidieuse et qui se développent à l'intérieur du tissu cérébral. Donc, on a peut-être là aussi une piste intéressante qui ne pourra se développer que si elle est portée par le pouvoir public, parce que c'est pas des techniques qui sont sous la dépendance de l'industrie pharmaceutique, et c'est pour ça qu'on a demandé un PHRC, c'est-à-dire qu'on a demandé que l'on puisse commencer à travailler en France sur cette orientation, donc dans un cadre d'un appel à projet lancé par le ministère de la Santé, par les caisses d'assurance maladie, pour essayer d'obtenir des financements nécessaires pour commencer à faire ce type d'études, et en particulier dans des formes progressives, non actives, qui sont celles pour lesquelles le challenge est le plus important, quoi. Et quand vous disiez, c'était l'utilisation des cellules souches mésenchymateuses, voilà. Hein, voilà. À distinguer des cellules souches hématopoïétiques, voilà, qui nécessitent des traitements immunosuppresseurs très 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 puissants, et qui, donc, c'est un autre cadre, et qui agit quand même, essentiellement sur l'inflammation aiguë, quoi, qui l'empêche de repartir. Mais on n'a pas du tout de signal que ça a une capacité à agir sur les formes lentement progressives. On ne prescrit pas des greffes de cellules souches dans des formes progressives de sclérose en plaques. C'est trop tard, quoi. On a perdu la partie avec ce type de traitement. Par contre, des cellules mésenchymateuses qu'on pourra utiliser assez facilement, qu'on pourra répéter. Alors, sauf qu'elles se feront, et c'est par voie intratécale, c'est-à-dire qu'il faudra probablement, pour avoir le plus de chances de façon très, très efficace de guider ces cellules dans les tissus cérébraux. Ça ne sera pas alors, ça peut se faire par voie intraveineuse, mais on pense qu'on a quelques arguments, je ne vais pas les développer. C'est le docteur Laure Michel qui a beaucoup travaillé la question et qui a déposé cette demande de PHRC. Mais on croit qu'il y a peut-être là une innovation, une perspective en tout cas qui est intéressante et qui nous donne de l'espoir. Voilà. Alors, dans les questions, comment participer à ce genre d'essais cliniques? Vous parliez aussi des inhibiteurs des tyrosines. Est-ce qu'il y a des essais qui sont en cours en France, et comment ils sont en cours, et les recrutements sont finis pour ces molécules-là actuellement. Alors, il se trouve que la France je crois, alors,
il est de bon ton de toujours critiquer, il n'y a pas assez de sous, il n'y a pas assez de ceci, mais il y a en tout cas une organisation qui s'est mise en place en France qui fait que pratiquement tous les centres experts participent à la recherche clinique, on a créé un réseau qui met en relation tous les centres experts qu'on appelle des CRC, sclérose en plaques, qui se trouvent dans la plupart des CHU, avec des réunions qui fait en sorte de faciliter nos capacités à nous y engager, à recruter des patients, à faire connaître les critères de sélection des patients pour les différentes études. Et donc, il y a une grande participation, en tout cas des équipes françaises, à la recherche clinique pour essayer de démontrer que l'on a de nouvelles médications, de nouveaux traitements qui seront demain disponibles pour la sclérose en plaques. Alors, les neurologues sont français ont tous un centre de référence avec lequel ils travaillent et qui les informe des essais thérapeutiques. Il y a le site de la fédération, enfin de FCRIN pour MS, donc de cette coordination nationale dont je suis un des coordonnateurs, qui a son site et sur lequel ces essais sont mentionnés, sont indiqués. Et ce qui fait que les professionnels, les neurologues, ceux qui s'occupent de la sclérose en plaques peuvent très facilement avoir accès aux différents essais qui sont actuellement en cours. Nous avons beaucoup de questions sur le Mastinib. Est-ce que vous pouvez faire un point dessus? Alors, c'est une étude sur laquelle nous, on n'a pas participé à ce médicament. Il est actuellement en cours d'évaluation. C'est probablement très prématuré pour dire qu'il puisse avoir un avenir dans les formes progressives. Il y a quelques indications qui vont dans ce sens, mais là où il y a une vraie difficulté, et c'est là où on peut comprendre qu'il y a une ambiguïté quelque part, d'être capable de démontrer que on a une efficacité sur la composante inflammatoire aiguë et qu'on a aussi une efficacité sur la composante inflammatoire non aiguë qui est identitaire des formes progressives. Et souvent, il y a un mélange des deux. Et pour ce produit, ils n'ont pas été capables de distinguer, et en tout cas, ils ne se sont pas mis dans la position de pouvoir vraiment distinguer ces deux différentes phases. Les résultats ne sont pas suffisamment, en tout cas à mes yeux, concluants pour penser qu'on a là un médicament qui pourrait être actif dans les formes progressives de sclérose en plaques. La méthodologie qui a été utilisée ne le permet pas. Et c'est d'ailleurs sur la base de ces méthodologies qui sont retrouvées en échec que pour les BTK inhibiteurs, il y a vraiment eu un souci très très grand de sélectionner des patients de telle sorte qu'on puisse bien les caractériser selon que ce sont des formes progressives actives, c'est-à-dire que en plus de l'aggravation progressive, il y a encore de l'activité aiguë et qui peut bien sûr contribuer à l'aggravation, mais pour cela, on a des médicaments qui sont déjà efficaces. Mais d'avoir quelque chose de sélectif qui agit uniquement sur la composante progressive, celle qui n'est pas associée aux lésions aiguës qui s'accumulent à l'intérieur du tissu cérébral, là, c'est une méthodologie qui est beaucoup plus contraignante et difficile, et ce produit n'a pas utilisé cette méthodologie-là, donc on ne pourra probablement pas conclure avec les données qui sont actuellement disponibles. Par contre, pour les BTK inhibiteurs, il y a vraiment un souci réel de pouvoir faire la part des choses. Les enjeux sont bien compris par les industriels qui travaillent dans ce sens. Et donc, j'ai l'espoir qu'on pourra y voir, au moins pour ce produit, beaucoup plus clair lorsqu'on aura les résultats. Merci. Donc, vous avez largement répondu sur les formes progressives. Y a-t-il des essais actuellement encore en cours sur les formes rémitantes à pousser? Alors, dans les formes rémitantes, il y a probablement, moi, ce qui me paraît assez novateur, c'est une discussion sur les stratégies thérapeutiques pour lequel il y a beaucoup de controverses. Il y a
voilà, des équipes qui défendent telle ou telle position. Et en gros, il y a deux controverses qui actuellement animent le monde de la prescription thérapeutique dans les formes rémitantes. La plupart des patients savent, quand on leur présente les médicaments de la sclérose en plaques, qu'on est amené à devoir prendre en compte deux grands domaines qui caractérisent un médicament. D'un côté, ce qui concerne la sécurité du médicament et de l'autre, ce qui concerne son efficacité. Et c'est d'autant plus vrai pour une maladie comme la sclérose en plaques, c'est que on est amené à devoir envisager de prescrire des médicaments pour des durées qui sont extrêmement prolongées, qui ne sont pas de l'ordre des jours, des semaines, des mois, des années, mais des décennies. Et là, force est de constater qu'il est difficile de se projeter sur 20 ans, 30 ans de prise de ces médicaments tant qu'on n'a pas les données en nombre important pour dire est-ce que au bout de 20 ans, 30 ans de prise de tel produit, on va voir émerger des complications infectieuses plus fréquentes, des cancers plus fréquents, ou d'autres problèmes de santé qu'on n'avait pas imaginés initialement. Et donc, c'est la raison pour laquelle, dans l'autre domaine qui est celui de l'efficacité, on a bien sûr des médicaments qui ont démontré sur des corps de patients d'avoir une capacité à obtenir des réponses qui sont variables. Certains sont très puissants, d'autres de puissance moyenne et d'autres de puissance modérée. Bien sûr, voilà. Et donc, on pourrait se dire, faut-il d'emblée donner des traitements puissants, voilà, dès les premières manifestations de sclérose en plaques, dès les premières qui ont été identifiées, mais avec le risque de dire, mais si on commence à 18 ans, 19 ans, dans quelle situation sera-t-on quand on aura pris ce type de produit à 40 ans, à 45 ans, à 50 ans, à 55 ans? Voilà, et pour cela, on est obligé on a du mal à y répondre de façon complète. Donc, c'est la raison pour laquelle les médicaments qui sont peut-être moins puissants, mais pour lequel le risque d'effets secondaires est clairement moindre, eh bien, ont encore une place et doivent être discutés. Alors, sur la base d'indicateurs que l'on commence à préciser, des indicateurs qui prennent en compte le risque plus ou moins grand d'avoir une maladie plus active ou d'une maladie qui progresse plus rapidement. On a des indicateurs qui nous viennent des caractéristiques cliniques de la patiente, son âge, la façon dont la maladie a évolué au cours des premières années, la façon dont les handicaps peuvent être observés. Et puis, un outil qui est absolument extraordinaire pour caractériser au mieux le patient, qui est l'imagerie. L'imagerie, à la fois l'imagerie du cerveau, l'imagerie de la moelle, qui nous permet au fond de classer d'une certaine façon le degré de risque évolutif de la maladie et donc d'ajuster de façon plus personnalisée s'il faut plus rapidement que pour d'autres avoir recours à des médicaments plus agressifs ou au contraire être plus rassurant et dire peut-être qu'un simple médicament qui a un effet immunomodulateur sera suffisant. On a le temps devant nous, on pense que on pourra avec l'évolution et avec les données cliniques et IRM d'évolution prendre la décision d'aller vers des traitements plus agressifs pour ne pas avoir le risque d'avoir une exposition trop longue à des traitements agressifs. Donc tout cela est dans la discussion entre le patient et son neurologue pour le choix thérapeutique. Donc ça c'est un point donc tout à fait important. Des experts qui sont assez emballés à l'idée d'avoir une efficacité immédiate et puissante, et puis d'autres experts qui disent certes, c'est vrai que si on prend d'emblée des médicaments très puissants, on est assuré d'avoir pour un plus grand nombre un bon résultat clinique, mais on expose à des effets secondaires. Donc, où doit être la balance entre les deux? Et c'est l'objet de beaucoup de discussions et de controverses dans les prises de position des uns et des autres. Et puis, il y a un deuxième aspect dans la stratégie thérapeutique qui moi, m'intéresse, sur lequel j'ai beaucoup travaillé, qui est le bénéfice que l'on peut avoir d'utiliser des médicaments
qui ont ce qu'on appelle un effet inducteur, c'est-à-dire des médicaments qui vont être prescrits pendant une durée relativement courte, mais du fait de leurs caractéristiques sur le système immunitaire, ont une efficacité qui se prolonge très au-delà de la prescription du médicament et qui peut bénéficier de ce qu'on appelle un effet rémanent, c'est-à-dire que les modifications de l'équilibre immunologique permettent que la maladie ne soit plus active, en tout cas plus active dans le sang périphérique et au niveau de l'apparition de nouvelles lésions sur l'IRM, et cela pendant des périodes qui peuvent être de 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, voire plus, ce qui ferait que on en arriverait à l'idée de pouvoir imaginer des stratégies thérapeutiques où on donne des médicaments pendant des périodes par séquence en quelque sorte, et pas de façon continuelle, donnant l'espoir qu'en agissant comme ça, pour un certain nombre de patients, eh bien, on les exposerait de façon moins constante à des traitements immunosuppresseurs dont l'accumulation pourrait avoir des effets délétères au fil du temps. Et donc là, il y a toute une controverse entre l'usage de ces deux types de médicaments. Celui qui en a été l'emblème, ça a été un médicament sur lequel j'ai beaucoup travaillé, qui était la mitoxantrone, mais qui avait l'inconvénient, à cause de ses effets secondaires, de ne pas pouvoir l'utiliser de façon répétée. Et donc, et puis il y a un médicament pour lequel les CRC ont cherché à l'avoir à disposition, en tout cas en France, c'est la cladribine, qui est un médicament qui se prend par voie orale, qui se prend quelques jours, à 2 reprises, à 1 mois d'intervalle, répété une fois, puis ensuite plus de traitement pendant quelques années. Et donc, cette idée d'avoir ce type de médicament qui n'est pas à notre disposition, qui n'était pas encore à notre disposition de façon, je dirais, relativement aisée à son utilisation, eh bien, va faire l'objet probablement de discussions dans la concept stratégique de prise en charge de cette maladie, en tout cas dans les années qui viennent. Merci pour toutes ces précisions. Donc, avec tous les traitements qui existent aujourd'hui dans les formes rémitantes, quelle est la place d'un médicament en essai thérapeutique? Comment un patient peut-il, qui a un traitement depuis plusieurs années, peut-il être impliqué dans un essai clinique? Quelles sont les conséquences? Y a-t-il pas un risque pour lui? Alors, il est clair que, premièrement, on ne peut plus faire dans les formes rémitantes des essais thérapeutiques contre placebo. Ça, je veux dire, alors pour ceux qui ne se sont pas fait placebo, ça veut dire que ça a la forme du produit actif, mais il n'y a pas de produit actif dedans. Il y a rien. Il y a du glucose et puis c'est tout. Et donc ça, ce type d'essai dans les formes rémitantes est complètement considéré par tous comme étant pas éthique. Et donc, il n'est pas question de proposer à un patient de rentrer dans un essai thérapeutique en utilisant donc ce qu'on a utilisé au départ pour démontrer l'utilisation des médicaments dans la sclérose en plaques. On l'a fait pour l'interféron, on l'a fait pour le Tysabri, on l'a fait. Mais aujourd'hui, on ne peut plus faire cela. Donc, c'est toujours dans les essais thérapeutiques, dans les formes rémitantes, c'est que on compare donc un produit qui est utilisé et qui est à disposition à un nouveau produit qui doit apporter quelque chose que les autres n'ont pas. Alors, ça peut être sur les conditions de prise du produit qui peuvent s'avérer être plus facile. Par exemple, si on prend pour le Tysabri jusqu'à présent était un produit qui se faisait en perfusion intraveineuse tous les mois, voilà. Et on peut imaginer qu'au bout de 5 ans de perfusion tous les mois, etc., ça pouvait devenir un petit peu contraignant. Et donc, ils ont mis au point une forme en injection sous-cutanée. Et donc, il y a eu une étude qui a comparé l'injection sous-cutanée aux injections par voie en perfusion, qui ont montré que d'ailleurs qu'il y avait la même efficacité, mais avec un confort qui était beaucoup plus grand de l'injection sous-cutanée, ce qui fait qu'elle est en train d'émerger comme une autre façon d'utiliser le Tysabri. Donc, il faut que les comités qui examinent les études qu'on propose dans les formes rémitantes aujourd'hui aient l'impression que ce qui est proposé, la nouveauté qui est proposée, doit apporter quelque chose que les autres médicaments n'apportent pas, soit parce qu'on va toucher des populations qui ont été résistantes aux autres médicaments dans les formes rémitantes, soit parce que les conditions de prescription, les conditions d'effets secondaires apparaissent attractifs. Certaines molécules qui appartiennent à une catégorie donnée peuvent avoir moins de conséquences au quotidien que d'autres. On peut avoir des produits dont on peut mesurer le bénéfice par rapport à un autre sur des critères comme la qualité de vie ou sur des critères qui émergent de ce que les patients jugent important
pour évaluer les conséquences de leur maladie. Voilà. Mais c'est vrai que on n'attend plus grand-chose dans les formes rémittantes, sauf un produit qui guérirait la maladie. Alors ça, si on trouve une clé qui serait capable d'avoir comme conséquence que en agissant sur cette clé, on définitivement on fait qu'on ne se retrouve plus dans la situation des déséquilibres immunologiques qui favorisent la maladie. Évidemment, ça serait évidemment extraordinaire que de pouvoir. On serait tous très enthousiastes évidemment à participer à une telle étude. Alors, en début d'année, on a beaucoup parlé de l'impact de l'Epstein-Barr virus, qu'on dit souvent EBV, oui. Qui avait un rôle dans la sclérose en plaques, ce qui a été conforté, c'était une notion qu'on avait déjà. Et donc, il est question de développer un vaccin contre ce virus. Pouvez-vous nous dire où en sont les essais thérapeutiques là-dessus, où ça en est? Alors, je suis pas virologue et j'ai comme beaucoup suivi donc la publication américaine qui a été faite, qui démontre de façon claire que l'Epstein-Barr virus est un composant du processus qui construit le risque de développer une sclérose en plaques comme un élément qui est indispensable et qui aurait donc un effet de causalité qui serait fort, mais avec cette réserve qui est une réserve considérable, c'est que ce virus est extrêmement présent dans notre vie quotidienne, au point que 95% de la population est infectée par ce virus. Donc, voilà, et bien sûr, tout le monde sait que 95% de la population ne développe pas une sclérose en plaques. Donc, c'est un élément qui semble être important pour que la maladie émerge. Mais qui ne suffit, voilà, n'est bien sûr pas du tout suffisant pour que la maladie se développe. Alors, est-ce que en empêchant cette condition, est-ce qu'on serait capable de faire en sorte que la maladie ne se développe pas? C'est une question qui est aujourd'hui posée et qui effectivement conduit naturellement à se dire s'il y avait un vaccin contre l'Epstein-Barr virus, est-ce que voilà. Alors, il faut imaginer que ça impliquerait premièrement que le vaccin existe, ce qui n'est pas encore le cas. Donc, il y a des travaux qui visent à mettre au point ce type de vaccin. La deuxième chose, il faut bien sûr on se pose la question, pour qui ce vaccin? Est-ce qu'on va vacciner l'ensemble de la population française pour que 1 sur 1000 ne développe pas une sclérose en plaques? Ça impliquerait d'être sûr que le vaccin lui-même ne va pas, vous voyez, toute la discussion autour du vaccin contre le Covid-19. Voilà, donc il faut d'abord s'assurer que le vaccin n'a pas comme conséquence lui-même d'induire des effets secondaires. Donc il y a un travail considérable à faire de ce côté-là. Peut-être que et puis aussi, s'il est un élément qui paraît, cette sensibilité au vaccin est un élément important, est-ce que c'est véritablement une causalité primaire ou est-ce que ça traduit une modalité de réponse immunologique qui serait commune dans la sclérose en plaques et lorsqu'on réagit contre le BV, qui montre qu'il y a quelque chose qui est partagé, mais qui n'est pas forcément. Donc voilà, tout ça n'est pas encore très clair. Alors peut-être que le compromis, si les choses allaient dans le sens du passage obligé par l'Epstein-Barr virus comme un élément qui fait que si on ne développe pas cette maladie, on n'aura jamais la sclérose en plaques. Oui, je ne l'ai pas dit, mais 95% de la population française sont infectés par le virus et 100% des gens qui ont une sclérose en plaques. La particularité, c'est que il n'y a pas de patients qui ont une sclérose en plaques qui n'ait pas été infecté par le virus de l'Epstein-Barr virus. C'est pour ça qu'on lui donne une telle importance. Donc, peut-être que la position moyenne, qui serait probablement, je crois, acceptée par la population, serait de proposer une vaccination aux familles où il y a eu des cas de sclérose en plaques, dans un premier temps.
et de s'assurer que, on sait que quand vous avez un patient qui développe une sclérose en plaques, donc dans la population générale, en gros, c'est 1 sur 1000 patients, c'est 3 fois plus souvent des femmes que des hommes, bon. Et on sait que dans les familles, c'est 2 ou 3%. Donc, c'est 20 ou 30 fois plus à risque. Mais c'est pas, bien sûr, comme c'est pas une maladie héréditaire, il n'y a pas de gène anormal, c'est pas comme les maladies héréditaires, mais ça, on crée quand même, il y a quand même un terrain familial. Et donc peut-être que là où il y a eu une sclérose en plaques dans les familles, peut-être qu'il serait accepté l'idée, en tout cas pourrait participer à des études de vaccination très larges, de façon à voir si en faisant cela, eh bien ce risque de 2 ou 3% est complètement stoppé et voilà, est contrôlé par le fait que, alors bien sûr, ça veut dire une vaccination du tout petit. Hein, c'est une vaccination euh, qu'il faudrait faire très tôt. On a par exemple actuellement, je dis ça parce que il y a une formule que j'utilise, mais que j'ai pas réussi à faire passer, mais c'est quand même comme ça que je le pense très sincèrement. C'est que la sclérose en plaques, c'est une maladie infantile, c'est une maladie pédiatrique à révélation chez l'adulte jeune. Il y a des mathématiciens qui ont regardé de quelle manière, en regardant comment les lésions focales s'accumulent sur les IRM, et qu'on fait comme pour le Big Bang, qui ont essayé de se projeter au temps zéro où il y a une première invasion de cellules immunitaires dans le tissu cérébral, et ils arrivent en moyenne autour de l'âge de 13 ans. Donc, la sclérose en plaques est une maladie dont le processus physiopathologique est installé dans l'enfance. C'est pour ça que je dis que c'est une maladie pédiatrique à révélation chez l'adulte jeune, ou voire même quelquefois l'adulte moins jeune, mais qui se construit quand même de cette façon. Ça veut dire que la vaccination, bien sûr, il faudrait la faire chez les tout petits. Et donc, peut-être demain, peut-être si le vaccin est mis au point, si il est bien toléré, si voilà, il paraît, on n'a pas d'éléments qui nous font penser qu'il y a peut-être un biais d'interprétation, on envisagerait une vaccination, et peut-être que ce serait effectivement une première étape pour réduire de façon notable la survenue de cette maladie dans les populations à risque. J'ai peut-être été trop long pour la réponse, m'excuse. Non, mais si je fais une synthèse par rapport à ce que vous avez dit, donc déjà, il faut trouver le vaccin contre le BV, et ensuite, le temps de voir si ça a un effet, puisque c'est une maladie, on vaccinerait le jeune, mais on voit ça, l'enfant, mais on ne voit l'effet que chez l'adulte. Il faudra attendre au moins 15-20 ans avant de voir si l'essai est concluant. Oui. Donc, les résultats, ce n'est pas encore pour demain. Non, mais juste Emmanuel, puisqu'on discute comme ça, j'avais pensé, vous savez, avec la vitamine D, pour lequel on a de façon indirecte de nombreux démonstrations que ça joue un rôle important comme facteur d'environnement dans la sclérose en plaques. J'avais eu il y a une quinzaine d'années l'idée que quand ça a émergé, de mesurer l'effet préventif que pourrait avoir de donner de la vitamine D, donc au lieu de le donner qu'aux tout petits pour qu'ils aient une croissance immédiate osseuse qui soit grande, et ben qu'ils continuent les petits, et en particulier dans les familles de sclérose en plaques. Mais je me suis rendu compte qu'en faisant ça, c'était une intervention qui n'était pas une intervention chez des patients, mais c'était une intervention chez des sujets, chez des gens qui étaient, voilà, et que si on voulait faire cela, ça impliquait non pas que ce soit les médecins qui portent ça, mais peut-être un autre cadre, et j'avais pensé que les associations de malades pourraient porter ce type de questions, ce type d'études où on encouragerait donc dans les familles où il y a une sclérose en plaques, donc à donner de la vitamine D, à continuer de donner de la vitamine D jusqu'à l'âge de 20 ans, en sachant que les résultats, il faudrait attendre 20 ans, 30 ans. Et donc, et donc, je me disais, tiens, ça pourrait être les associations de malades qui portent ça. J'avais pris contact en Angleterre, en Suède, etc. Mais je me suis rendu compte que on n'est pas encore outillé parce que bien sûr, il faut pas en perdre. Si vous en perdez les 3/4, on pourra rien conclure. Donc, c'est une logistique gigantesque. Hein. Et ce cadre-là, peut-être que demain, on le mettra en place. Peut-être que l'ARCEP contribuera comme cela à des études sur des durées de décennies, mais ça implique une organisation et il faut que ce soit porté par
peut-être par des associations, mais voilà, on n'est pas rentré encore dans. J'ai pris conscience que c'était trop dur, mais l'idée me plaisait beaucoup en tout cas, et on n'a pas pu la mener. Mais on utilise beaucoup la vitamine D de toute façon, voilà, parce qu'on pense que quand même c'est intéressant de corriger ce déficit que l'on a en vitamine D, en tout cas en Bretagne où il n'y a pas de soleil. Je ne parle pas des des autres régions de France. Alors justement, vous enchaînez bien. Parce qu'on a beaucoup parlé des traitements de fond dans la sclérose en plaques, mais il y a aussi des essais thérapeutiques autres, comme pour la rééducation physique, la rééducation cognitive. Est-ce que ce sont les mêmes déroulés, les mêmes procédures? Oui, bien sûr. Alors, il y a des outils. Vous savez, ce qui a transformé le traitement de sclérose en plaques, c'est quand on a eu l'imagerie, quoi. Quand on a eu un marqueur qui est indiscutable, objectif, qui permet de dire qu'effectivement, vous prenez un médicament, on voit plus s'éclaircir sur le cerveau, donc de nouvelles lésions. Et c'est ça qui a donné, qui a permis l'arrivée des médicaments que l'on prescrit aujourd'hui. C'est grâce à l'imagerie, à cause de cette extrême diversité d'expression de la maladie qu'est la sclérose en plaques. Pour la rééducation, c'est la même chose. Il y a une grande diversité. On essaye d'avoir des méthodologies, mais on voit bien que c'est compliqué, c'est difficile parce qu'il y a beaucoup de facteurs qui peuvent contribuer à faire en sorte que les choses puissent être ressenties de façon variable par le patient. Mais il y a là aussi un outil qui est en train d'émerger, c'est l'imagerie fonctionnelle, qui est en train de prendre place et qui va peut-être nous permettre de nous rendre compte de quelle manière des séances de rééducation, de prise en charge, va avoir des conséquences positives, objectives, qui aidera à convaincre les autorités à financer de façon plus forte tous ces programmes de rééducation dont les patients sont capables d'exprimer leur satisfaction, mais qui a du mal à pouvoir en mesurer de façon objective le bénéfice, sauf, et ça c'est quelque chose qui est en train d'émerger, d'accepter comme outil d'évaluation ce qu'on appelle les patient related outcomes, les données qui viennent du patient, donc des échelles qui sont fabriquées et qui mesure ce que le patient ressent lorsqu'il est soumis à un processus, à un programme de prise en charge. Et on voit que là aussi, il y a tout un travail, tout un champ qui est en train d'émerger en recherche thérapeutique, d'utiliser des outils qui sont des outils qui viennent du patient, de l'interrogatoire du patient, de prendre en compte des domaines qui sont importants pour le patient et qui pourraient être dans des situations de traitement type rééducation, type enfin voilà, qui visent de pouvoir mesurer des éléments qui ont à voir avec la qualité de vie du patient, de façon à pouvoir aussi prendre en considération ces éléments-là quand on n'a pas de façon aussi aisée des indicateurs d'efficacité qui sont, je dirais, faciles à repérer. Merci, professeur. Et donc, justement, vous vous rappelez que le mois dernier, le professeur Thibaut Moreau est intervenu pour expliquer ce que sont les patient-reported outcomes. Oui, et je fais partie, moi, personnellement, d'un groupe européen, donc qui est porté par la Fondation Charcot, où depuis maintenant 1 an et demi, tous les mois, on se réunit, on travaille avec des groupes qui travaillent tantôt sur les essais thérapeutiques pour introduire ces informations qui viennent du patient. Donc d'une part, dans les essais thérapeutiques pour convaincre les autorités de les faire accepter, de les prendre en compte dans leurs décisions, de le mettre ces nouvelles procédures au bénéfice du patient de façon large. Également dans la routine, est-ce que le fait d'avoir des questionnaires un peu ciblés pour permettre d'améliorer la relation entre le patient et le malade, entre le patient et les soignants et les médecins, de façon à prendre en compte le maximum de domaines qui préoccupent le patient face à sa maladie. Donc, on est vraiment en train de travailler cela pour voir de quelle manière, et ça me paraît extrêmement important, et c'est probablement des outils nouveaux qui vont être utilisés dans les années qui viennent. En tout cas, on est tout un ensemble de personnes à essayer d'en faire la promotion et de le diffuser le plus largement possible. Alors, je prends une dernière question parce que ça fait quand même déjà un petit moment. Il y a beaucoup de gens qui posent des questions où en est l'essai
dans quelle phase est tel essai, quels sont les résultats de tel essai. Vous avez parlé tout à l'heure qu'il y avait un site national où on pouvait trouver toutes ces informations. Est-ce qu'il est accessible aux patients ou est-ce que vous pouvez Alors, je pense que l'ARCEP peut tout à fait communiquer. Alors, je ne connais pas par cœur le site gouvernemental américain sur lequel Clinical Trials, sur lequel tous les essais thérapeutiques du monde entier sont. Alors, évidemment, c'est extrêmement boring de le lire parce qu'il y en a. C'est affolant. Hein. Enfin, je pense qu'on peut dire à ceux qui nous écoutent que je crois que la quantité d'essais thérapeutiques qu'il y a dans la sclérose en plaques est absolument phénoménale. On n'a pas forcément les résultats dessus de tous, hein. Tous ne vont pas jusqu'à la phase terminale, mais en tout cas, comme les intentions d'essais thérapeutiques pour qu'un jour il soit publiable doit avoir été mis sur le site, autrement c'est pas publiable. On considère qu'il y a quelque chose qui va pas, c'est pas clean, donc il faut les annoncer. Donc il y a comme ça un nombre considérable d'essais qui sont annoncés. Je pense que voilà. Je pense que l'ARCEP a la possibilité d'envoyer le lien et ceux qui sont intéressés pourront les voir. Oui. Est-ce qu'en France, il existe un site, vous avez parlé tout à l'heure du réseau donc F-REMES, je sais que coordinateur, peut-être qu'on peut conclure en disant un mot sur ce réseau et quels sont ses objectifs et ses interactions. Ce réseau c'est une initiation du programme d'investissement d'avenir qui faisait le constat que la France pourrait avoir davantage de place dans la recherche thérapeutique en comparaison avec les autres pays européens, différents continents. Et en tout cas, faire quelque chose pour que la France ait la place la plus grande. Et donc, les réseaux FCRIN qui touchent différents domaines. Hein. En neurologie, il y a le Parkinson, il y a la sclérose en plaques, il y a le vasculaire, il y a la sclérose latérale amyotrophique. L'idée, c'est de créer un réseau qui réunit tous les centres dans lesquels il y a les conditions favorables pour mener à bien des essais thérapeutiques et de faire en sorte que on analyse, on puisse faire passer les informations du type de recherche qui sont en cours, d'avoir un lien avec les industriels pour faire savoir qu'en France, il y a tout un ensemble de centres qui sont capables de mener à bien des études de recherche, avec ce souci de les réunir régulièrement. On a une chef de projet qui est Yannicka Mathieu, qui réunit les professionnels de la recherche. Alors, je pense que vos auditeurs ne savent pas ce qu'il y a. Ce sont des professionnels qui sont maintenant entrés de façon courante et attendus dans les centres hospitalo-universitaires, qui sont les assistants de recherche clinique, les techniciens de recherche clinique, qui sont donc des professionnels qui travaillent sur les essais thérapeutiques, sur les essais industriels. Et donc, dans FCRIN, ces professionnels de santé sont réunis régulièrement, tous les mois, tous les 2 mois, pour essayer de faire le point des essais thérapeutiques qu'il y a en France, de la facilité à recruter des patients, et de faire en sorte que la place qu'occupe la France dans la recherche thérapeutique pour la sclérose en plaques soit la meilleure possible. Merci, professeur Adam, pour tous ces éclaircissements. On pourrait encore parler très longuement des essais cliniques et thérapeutiques. Je veux quand même rappeler que ce Facebook Live est enregistré et sera disponible sur la chaîne YouTube. La lettre de la Fondation du mois de mai traite également de ce sujet. Et si vous avez d'autres questions, elles pourront être répondues en direct lors des rencontres de la sclérose en plaques qui auront lieu en présentiel cette année à Paris, au Novotel, le 21 mai. Donc, toutes les informations sont disponibles sur le site de la Fondation ARCEP. Et puis, je donne rendez-vous à tout le monde pour le prochain Facebook Live qui aura lieu le jour de la journée mondiale, c'est-à-dire le lundi 30 mai. Exceptionnellement, on change. Et il sera animé par le professeur Cécile Donzé sur l'activité physique et ses apports, ses bienfaits dans la sclérose en plaques.
Donc, merci à tous et encore un grand merci, professeur Aidan. Voilà, Emmanuel.